Le gros succès de 2024, Un petit truc en plus d'Artus, peut-il nous apprendre à mieux vivre notre rapport à la norme, à composer de façon saine avec l'ensemble des codes, limites et attendus d'une société plutôt que de les subir? C'est avec cette question en tête que je suis allée voir le film et j'ai tout analysé pour vous. Si vous vous sentez vous-même différent, étranger à la majorité, toujours à la limite de ce qui est toléré par le groupe, alors la question de votre rapport à la norme mérite d'être posée et nous allons voir ensemble comment le film d'Artus, Un petit truc en plus, peut vous aider à y voir plus clair dans votre quotidien, à pacifier votre rapport à la norme et à vous donner les clés d'une plus grande liberté d'action. Attention, cette vidéo contient des spoilers de partout, vous êtes prévenus, on y va. Un petit truc en plus, c'est l'histoire de deux mondes hors cadre qui vont se mélanger sans prévenir. Le monde des hors-la-loi et le monde du handicap. D'un côté, on a un père et son fils qui viennent de braquer une banque, et de l'autre, on assiste au départ en vacances de toute une structure sociale. On a une équipe d'éducateurs et un public en situation de handicap qui attendent, avant de partir, un nouveau pensionnaire qu'ils n'ont jamais vu. Pour échapper à la police, le duo de braqueurs va saisir l'occasion de se faire passer pour le couple éducateur-bénéficiaire que tout le monde attend et ils vont tous partir dans le même bus, direction les vacances. Nous avons donc deux mondes très différents qui se mélangent, qui à première vue n'ont rien de commun et qui pourtant sont habités par un même enjeu, celui d'être à l'écart par rapport à la norme. Ceux qui vivent à la marge du cadre légal parce qu'ils sont des braqueurs de père en fils et ceux qui vivent en institution parce qu'ils ont un petit truc en plus. Sur la base de cette confrontation, les deux hors-la-loi vont vivre une transformation importante de leur rapport à la norme, et nous avec. Voilà ce qu'il en ressort. La norme, c'est l'ensemble des repères qui permettent de définir ce qui est toléré à l'intérieur d'un cadre donné et ce qui risque de nous en exclure. Sachant que la norme peut varier d'un cadre à l'autre. Ce qui sera accepté dans l'un peut être stigmatisé dans l'autre. La norme, quand on est le fils d'un père braqueur, c'est de transgresser la loi comme lui. Nous sommes donc dans un cadre dévoyé où on met sa ressource au service d'un projet illégal, voire antisocial. Dans le modèle dont le père est le leader, faire preuve d'empathie envers les otages sur lesquels on est en train de braquer son arme, c'est considéré comme hors cadre. C'est pourtant ce que fait le personnage du fils, joué par Artus. Et c'est cette empathie inappropriée, inadaptée au cadre, qui nous permet de comprendre dès le départ qu'il n'est pas vraiment à l'aise avec la norme dans laquelle il a grandi. Et ce personnage du fils, qui va donc devoir faire semblant d'être handicapé, va d'un seul coup changer de cadre pour se retrouver dans celui de l'association sociale, où le nouveau maître du cadre, le nouveau leader, c'est la directrice, qui, elle, incarne une autre forme de leadership. Ici, les limites sont structurantes et saines, faites pour favoriser la vie de chacun avec les autres. Elles donnent des ordres, non pas pour pousser les autres à transgresser les limites, mais pour le bien commun. Donc le fils braqueur va passer d'un seul coup d'un cadre dévoyé, celui du père braqueur qu'il fait grandir dans la transgression des lois, les ordres pour le soumettre, l'absence de responsabilité vis-à-vis du mal qu'il peut faire aux autres, à un cadre structurant, celui de la directrice, qui, elle, assume ses responsabilités, vise la recherche de sécurité et le bien-être des membres du groupe, souligne les horaires à respecter pour le bien de tous, pense l'argent comme un moyen de faire vivre un projet plus grand qu'elle et donne les ordres pour assurer la cohésion du groupe. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que c'est la façon dont le leader se positionne face à la norme et ce qu'il en fait qui permet d'identifier si le cadre est sain et si on peut être en sécurité à l'intérieur. Pour travailler son rapport à la norme, la question à se poser est donc la suivante. Est-ce que le respect de la norme est mis au service de la vie commune ou pas ? C'est en changeant de cadre et donc de leader que le personnage d'Artus va avoir les moyens de se choisir une autre vie, plus en accord avec ses valeurs et avec les limites de la loi commune. La question du cadre, de son respect ou de sa transgression, se retrouve aussi en périphérie de l'histoire principale. Ça se joue avec les gens qui se garent sur les places handicapées, de façon franchement abusive, mais aussi de façon légitime, quand la dame en fauteuil roulant n'a pas le macaron officiel. Ça se joue aussi avec le loueur de canoë qui ne veut pas adapter le cadre légal pour ne pas prendre le risque d'avoir un souci avec les assurances en cas de noyade.
Et il va se confronter au père braqueur qui va transgresser la loi en le menaçant pour permettre l'excursion du groupe. Derrière la question de l'usage qu'on fait de la norme en tant que maître du cadre se posent encore d'autres questions. À partir de quand s'affranchir de la norme devient légitime et à partir de quand refuser d'ouvrir le cadre en se cachant derrière la norme devient du rigorisme stupide. La clé est la même que dans l'intrigue principale. Le respect de la norme est là pour favoriser autant que possible la vie. Quand la norme nuit aux vivants, donc aux humains qui sont dans le cadre et à la dynamique collective, alors la question de l'adaptation, voire de la franche transgression, peut se poser. Parce que c'est le bien commun qui doit primer sur la soumission bête et disciplinée. Quand on parle de handicap, le monde se retrouve divisé d'un coup en deux catégories. On a les personnages handicapés, perçus comme tellement inadaptés à la vie en collectivité qu'on les fait vivre dans un système à part, et on a les personnages valides qui, eux, représenteraient la vie normale. À première vue, la limite paraît claire, bien binaire, hermétique à tout glissement. Et en fait, tout l'intérêt du film d'Artus, c'est de voir cette limite normative et présupposée devenir de plus en plus poreuse avec le temps qui s'écoule. D'un coup, on passe du monde binaire qui sépare les handicapés et les valides à un monde plus complexe, plus subtil, où les repères se mettent à bouger de partout. Quand le personnage d'Artus essaie de faire croire à tout le monde qu'il est handicapé, ceux qui s'en rendent compte, donc ceux qui font preuve du plus de clairvoyance, sont précisément ceux qui ont un handicap. Et en parallèle, on voit tous les personnages avec un petit truc en plus vivre leur vie dans toutes les dimensions possibles. La dimension matérielle, ils font du sport, de la méditation, ils cuisinent, ils pratiquent des arts, ils dansent, ils chantent. On a aussi la dimension relationnelle, ils se font des amis, ils tombent amoureux, ils se chahutent, ils se moquent, ils font du chantage aussi, ce qui signifie qu'ils sont capables de jouer avec les règles et pas seulement de les subir. Et c'est la dimension philosophique qui est la plus importante ici. En apprenant aux personnages d'Artus comment avoir l'air handicapé, ils font preuve de distance, de second degré, d'humour sur leur propre situation, ce qui est le plus haut niveau d'humanité qu'on puisse atteindre. Comme dit Romain Gary, l'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. On assiste dans cette scène à une situation d'éducation inversée, où c'est la personne handicapée qui prend la place de l'éducateur, le rôle du sachant, de celui qui maîtrise les normes de son cadre pour les transmettre à l'autre, le non-sachant, qui est ici la personne valide. Et ça, c'est le meilleur pied de nez qu'on puisse faire au système binaire. On assiste à la fois à un retournement des places de pouvoir et à une déclaration de dignité par le rire. Alors je pourrais dire encore d'autres choses sur l'explosion du monde binaire avec normal d'un côté, pas normal de l'autre. On a un éducateur qui est hors norme à sa façon, en grande obésité, obligé de dormir avec un appareil contre l'apnée du sommeil. Il a aussi une grande dépendance affective et beaucoup de maladresse sociale, mais il reste du côté des valides. On a aussi une éducatrice avec des codes complètement inappropriés à son milieu, qui essaie d'avoir l'air d'appartenir au monde du social en se déguisant en hippie, alors que tout son comportement crie le contraire. Elle adore la chasse, elle bossait à la défense, elle est prompte à dénoncer les gens à la police. Elle se soumet à ce qu'elle croit être la norme du travail social, mais cette norme est toujours mal incorporée. Ce qui fait qu'elle est perpétuellement à côté des attendus, tout en essayant, sincèrement, de faire son travail du mieux possible. Et bien sûr, on a le fameux personnage qui devait partir en vacances à la place d'Artus et qui se retrouve, par hasard, intégré dans un groupe de clubbeurs à faire la fête tout le temps sans que personne ne remarque sa différence. Il va passer les meilleures vacances de sa vie à danser en se fondant parfaitement dans le décor, ce qui permet de montrer, d'incarner sans même qu'il soit nécessaire de l'expliciter, que c'est bien le contexte, le cadre dans lequel on se trouve, qui nous classe d'un côté ou de l'autre de la ligne normative. Alors je ne vais pas analyser toutes les situations, mais l'important à retenir, c'est que partout, les frontières entre le normal et le pas normal, entre l'adapté et le pas adapté, sont floutées de telle sorte que nos repères binaires volent en éclats et jusqu'à pouvoir penser l'histoire entière de façon complexe, vivante et dynamique. Et c'est précisément ce qui nous renvoie à notre propre rapport à la norme. À quel endroit, nous aussi, on se sent inadapté au cadre, anormal dans le regard de l'autre et dans le sien. Et surtout, c'est l'occasion de se demander ce qu'on peut faire, nous aussi,
pour en jouer plutôt que de le subir, et faire, comme le dit Romain Gary, notre déclaration de dignité face à ce qui nous arrive. Le film d'Artus permet de poser des questions qui chatouillent toutes les personnes, valides ou pas valides, qui ne savent pas où se mettre par rapport à ce qu'on attend d'elles. Parce que la norme, ce n'est pas seulement une liste d'injonctions devant lesquelles il faudrait se soumettre en permanence, c'est aussi et surtout un repère pour se situer et faire ses choix. Jusqu'où je peux faire semblant d'être ce que je ne suis pas? Jusqu'où je peux m'adapter à un milieu qui n'est pas en accord avec mes capacités ou mes valeurs? Jusqu'où je peux dire la vérité? À quoi je dis non? À partir de quand je n'assume plus de transgresser les limites de la morale? Et derrière, à partir de quand j'assume de remettre en cause les repères qu'on m'impose pour m'en choisir d'autres qui me font du bien et qui sont au service de la vie? La norme ne se réduit pas au normatif. Ce n'est pas seulement une obligation de se soumettre à un modèle unique, ni le risque d'être exclu si on transgresse les attendus. La norme, c'est aussi et surtout l'occasion d'un questionnement intérieur permanent qui nous permet de décider de notre positionnement ici et maintenant, de trancher, de s'affranchir, de choisir ce qu'on fait de la ressource qu'on a entre ses mains. On peut transgresser la loi, mais décider de se rendre pour aller vers une autre façon de vivre, et c'est ce que fera le fils braqueur. On peut voler, mais choisir de mettre son butin au service de quelque chose de plus grand que soi, et c'est ce que fera le père braqueur. On peut avoir un gros paquet de difficultés, mais devenir un repère solide pour les gens qui ont besoin de soi, et c'est ce que fait l'éducateur en surpoids quand il répète « je serai toujours là ». On le stigmatise un peu quand il répète ça, mais en réalité, il transforme sa dépendance affective et son besoin d'être utile en fiabilité mise au service du groupe. Il devient le repère stable, celui sur qui on peut compter, et son besoin de reconnaissance se transforme en une ressource pour les autres. Et bien sûr, on peut avoir un petit truc en plus et assumer de faire tout ce qui compose une vie. Rire, cuisiner, se moquer joyeusement des autres et de soi-même, tomber amoureux, danser au milieu d'un tas de clubbers, jouer au foot, dire des obscénités, et on peut même aider un bandit à se cacher. Bref, chaque personne travaille son rapport à la norme en apprenant à se situer à sa façon par rapport à elle, et de telle sorte que la vie soit possible. Si le normatif bloque la vie en imposant un cadre toujours trop étroit et des limites immuables qui rendent le monde binaire, la norme, c'est un repère vivant qui permet de jouer de façon créative avec le cadre qui nous entoure. Et quand on fait la différence entre les deux, on peut choisir son destin plutôt que de s'y soumettre. Dans ce film, tout le monde est hors norme à sa façon, en fonction de son cadre de référence. Sauf la directrice qui, elle, est là pour incarner le cadre sain. C'est elle qui contient tout le monde. C'est elle qui pose les limites structurantes à l'intérieur desquelles tout le monde peut vivre et grandir. Les éducateurs qui mettent leur névrose au service du collectif, les bénéficiaires avec un petit truc en plus, qui vivent pleinement leur vie en assumant d'être différents, et les hors-la-loi qui vont rééduquer leur rapport à la norme par eux-mêmes sans qu'il soit nécessaire de leur faire des leçons de morale. Au final, la norme, c'est le repère à partir duquel on peut négocier sa place, ses choix et ses propres limites, tout en maintenant son appartenance au groupe. Il n'y a que 2 normes avec lesquelles on ne peut pas négocier et qui sont toutes les 2 posées dans le film. Les limites de la morale, la loi qui interdit de faire du mal à l'autre et qui est incarnée par le tribunal, la police, les menottes, le bracelet électronique. Et l'autre limite, c'est la mort, qu'on représente avec les noms des absents gravés sur l'arbre qui avaient une maladie plus forte qu'eux. Avec le rappel que, malade ou pas malade, hors norme ou pas hors norme, la mort nous attend tous, comme une limite normative contre laquelle il est impossible de lutter. Mais en attendant, tant qu'on est vivant et qu'on ne fait de mal à personne, tout est possible. Pour tout le reste, on peut négocier avec la norme, jouer avec elle et se situer là où la vie redevient possible pour nous et les autres avec nous. Au fil de la narration, tout le monde joue à sa façon avec la norme et apprend à respecter celles qui sont structurantes tout en faisant de sa différence une singularité dynamisante pour le groupe entier. Ce qui en ressort, c'est que le but d'une vie, avec ou sans petit truc en plus, c'est d'apprendre à jouer entre les limites, sans se soumettre à un cadre normatif toujours trop strict,
et sans transgresser les lois de la morale au risque de s'exclure du groupe. Sur cette chaîne, on parle à ceux qui ont besoin de réinventer leur place et qui cherchent de nouveaux repères pour choisir la suite de leur vie. Alors si vous aussi, vous avez grandi dans un cadre dévoyé ou trop normatif, ou au contraire très transgressif, si vos particularités étaient niées ou pointées du doigt, si votre rapport à la norme est conflictuel, douloureux, vous pousse à la soumission ou à la rébellion permanente face à une figure d'autorité que vous jugez toujours abusive ou illégitime, alors cela ne signifie qu'une seule chose, vous avez besoin de mettre en travail votre rapport à la norme pour que vous puissiez, vous aussi, réinventer votre place et choisir la suite de votre histoire. Et la première action à poser, c'est encore de s'abonner à cette chaîne. À bientôt.